Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Colonel Pierre de Jong, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, colonel. Je rappelez-nous le titre de votre dernier livre qui vient de sortir. C'est Poutine, Lord of War, le retour des boyards. Le retour des boyards. Bon, colonel Pierre de Jong, vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes marines. Parlons de la Corée du Nord. La Corée du Nord qui devient co-belligérant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On parle de 8000 soldats dans la région de Koursk. Des soldats qui, n'en doutons pas, colonel de Jong, iront combattre sur le sol ukrainien. Alors, on n'en est pas là, hein. C'est pour ça que le mot co-belligérance, qui est juste bien évidemment, oui. Mais c'est un peu rapide. Bon. Pourquoi ? Parce que tant que les Coréens restent sur le territoire russe, on ne peut pas les considérer comme co-belligérants. Ils sont, je dirais, ce sont des conseillers. C'est comme ça qu'ils vont être vus par les Russes et la communauté internationale. Dès lors qu'ils passent la frontière et qu'ils vont effectivement en Ukraine, à ce moment-là, ils seront co-belligérants. Pour l'instant, on va dire qu'ils rentrent dans le cadre d'une assistance. Rappelons-nous, les Nord-Coréens et les Russes ont signé un traité de partenariat en juin et ça a été ratifié en octobre. Et oui. Une des clauses de ce traité veut que l'un ou l'autre porte assistance à l'un ou l'autre dès lors qu'il y a un problème. Oui, donc ils vont se poster à Koursk, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, autour de Koursk, pour essayer pour affronter les soldats ukrainiens qui sont en Russie. Alors d'abord, c'est pas impensable. Pour l'instant, on ne sait pas très bien. On oui. pense qu'autour de Koursk, il y a peut-être en gros 3000 Nord-Coréens. Oui. C'est vrai que c'est pas impensable. Dès lors qu'ils vont de la région de Koursk, c'est une zone de combat. Oui. Évidemment, les Nord-Coréens vont tomber sur les Ukrainiens qui sont aguerris. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que comment ces Nord-Coréens qui connaissent pas le pays, qui parlent pas la langue, qui sont pas intégrés à la mécanique de commandement des Russes, ils n'ont aucune expérience, ils sont pas du tout aguerris. Comment vont-ils faire dans un combat contre les Ukrainiens qui eux sont très aguerris et très motivés? Oui. Bien, la Corée du Nord qui, par ailleurs, dit-on, mais ce sont les États-Unis qui le disent, a envoyé 1000 missiles à la Russie. Alors c'est un fait, hein, le missile, c'est le KN-23, c'est un missile qui fait en gros 500 km de portée, c'est un missile tactique quelque part. Donc c'est un missile qui peut bien sûr porter l'armement nucléaire, mais c'est un missile tactique, c'est un missile qui a été utilisé depuis l'été 2024 par les Russes en grand nombre. Et d'ailleurs une grande partie de ces missiles a été accompagnée par des conseillers nord-coréens qui sont d'ores et déjà positionnés en Russie. La Corée du Nord qui a tiré un missile balistique à longue portée vers la mer du Japon. Premier essai d'armes de Pyongyang depuis que Séoul a révélé que la Corée du Nord avait envoyé ou s'apprêtait à envoyer des milliers de soldats en Russie. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai que, est-ce qu'il faut lier les deux informations? J'en suis pas sûr, parce que lancer un missile stratégique comme celui-là, ça implique une préparation qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc je pense pas qu'il faille les lier. Ceci étant dit, le message qui est envoyé par Kim Jong-un, qui est le président de la Corée du Nord, est très fort. Pourquoi? Parce que parce que là, on parle de nucléaire, on parle plus de conventionnel. Oui. Et là, faut savoir que les Nord-Coréens ont l'armement nucléaire depuis longtemps. On pense qu'ils ont une trentaine de bombes, mais par contre, ils peuvent les projeter avec des avions, avec des bombardiers. On voit qu'aujourd'hui, ils procèdent à des essais très régulièrement, depuis plusieurs années, à l'essai très régulièrement. Et cet essai est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont utilisé probablement la fusée qui s'appelle Hwasong 18, qui est une énorme fusée qui fait 50 tonnes. Et l'idée, c'est de projeter cette fusée. C'est une fusée intercontinentale. Donc, c'est un missile intercontinental qui pourrait frapper les États-Unis. Et donc là, on est vraiment dans une phase d'essai qui est extrêmement inquiétante. Pourquoi? Parce que ce missile qui a été expérimenté hier ou avant-hier est monté à 7000 mètres. Et vous savez que c'est des missiles balistiques, et plus le missile va haut, plus il retombe vite sous sa cible. Mais oui. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, en fait, c'est la Corée du Nord qui teste ses capacités à frapper les États-Unis. Exactement. Et c'est ça le message qui a été envoyé aux États-Unis, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette guerre en Ukraine provoque une réflexion géostratégique extrêmement importante qui dépasse largement le cadre de l'Ukraine. Là, on vient de changer de niveau, on est passé sur un niveau stratégique mondial, dans des rapports de force extrêmement importants, entre, je dirais, la Russie, le groupe Chine, Russie, Iran et Corée du Nord, qui matérialise une espèce de volonté de confrontation avec l'Ouest, avec l'OTAN et bien sûr avec les États-Unis. Bien, merci beaucoup, colonel de Jong. Merci pour toutes ces précisions.